Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence à cette journée grand format de l'IRIMO et à cette première partie de la journée, de l'après-midi consacrée à la présentation du cahier du réseau Euromed France, le REF, j'ai pas l'habitude, je dirais d'habitude, voilà, qui est sorti en décembre 2023. Et qui n'est pas, en fait, il faut le dire quand même, qui n'est pas le produit de l'actualité qui s'est produite en Palestine. Ce travail a été pensé bien avant. Donc, à la suite d'une visite d'une délégation de la société civile française en Palestine en octobre 2022, le REF a décidé donc de consacrer ses efforts éditoriaux pour produire un cahier sur la Palestine. Celui-ci contient, vous pouvez le voir et il est disponible ici, j'imagine, il contient des contributions plurielles de toute une génération de chercheuses et chercheurs, de militantes et de militants des droits humains et d'acteurs de la société civile palestinienne. Il a pour objectif de remettre au centre la question palestinienne, non seulement au centre de la discussion, mais aussi un peu de l'action. Ce cahier que je vous invite toutes et tous, bien évidemment, à lire, couvre un champ large de la vie sociale et politique en Palestine. On y parle non seulement de la situation politique générale, on y parle aussi de l'occupation, de l'oppression, du projet colonial israélien. Mais il y a aussi, on va au-delà de ça, on parle de la société civile, des ONG. On s'intéresse aux femmes palestiniennes dans ce cahier. On parle sport aussi. On y traite des sujets comme la sauvegarde, par exemple, du patrimoine archéologique en Palestine. Et enfin, on traite un peu des thématiques comme l'art, comme mode de résistance, par exemple. Comme vous le savez très bien, je ne vous apprends rien, depuis le 7 octobre, cette nécessité de reparler de la Palestine devient de plus en plus pressante. Le besoin non seulement de parler de la Palestine et des Palestiniens, mais un peu de surmonter les difficultés qui sont liées à la censure et à l'autocensure. Ces difficultés et ce besoin de répondre à ces difficultés deviennent à minima des missions humaines, disons. Aujourd'hui, à l'IRIMO, et dans une série aussi de plusieurs conférences, pensées justement pour répondre à ce besoin. Si vous avez un peu suivi nos activités récemment, vous avez pu voir qu'on a parlé du Hezbollah face à la guerre contre Gaza. Nous avons parlé des Houthis face à la guerre contre Gaza. Et aujourd'hui, nous allons consacrer cette demi-journée ce sera en deux temps. Dans un premier temps, nous allons présenter justement ce cahier. Et en parlant de deux sujets de grande importance, on va parler de la question d'apartheid en territoire palestinien occupé. Et on va parler de la question de la santé de façon générale, mais de la santé mentale en Palestine. À un moment, comme vous pouvez l'imaginer, ni la santé mentale ne sont vraiment prises en charge. Dans la deuxième partie de la journée, de l'après-midi, nous allons parler du droit international face à la guerre contre Gaza. Jean-Paul Chaniolo, le président de l'IRIMO, recevra donc Leila Bourguiba et Yohann Soufi pour parler de ce sujet. Permettez-moi, donc, avant de passer la parole à nos intervenants, de dire deux mots d'introduction et de faire quelques rappels. Bien que la Cisjordanie et la bande de Gaza soient séparées, comme vous le savez, géographiquement et politiquement, au moins depuis juin 2007, la réalité sur le terrain reste quand même très entremêlée. Et la séparation complète dans l'analyse entre ces deux entités géographiques nous empêche tout simplement de saisir l'essentiel de ce que c'est qu'une situation coloniale, un fait colonial sur le terrain.
Il faut donc toujours penser ces deux entités de façon connectée. Alors aujourd'hui, alors que la guerre continue contre Gaza, et comme vous avez pu l'entendre, peut-être qu'Israël vient d'annoncer le début d'une offensive de grande ampleur contre Rafah, la ville qui est censée être le refuge pour plus de 1,2 million de Palestiniens, et que dans le nord de la bande comme dans le centre, on est face à une sorte d'anéantissement total de tout ce qui est considéré comme une source de vie, ou même un semblant de vie. Au 120e jour de la guerre, et là je donne les chiffres de l'Euromed Human Rights Monitor, on parle de plus de 35 000 morts à Gaza. On est arrivé à plus de 67 000 blessés. Il y a 121 journalistes palestiniens qui ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre. On compte à peu près 2 millions de déplacés dans la bande de Gaza. On parle aussi de 80 000 habitations qui ont été complètement détruites. Et en plus de ça, 200 000 habitations qui ont été partiellement détruites. En Cisjordanie, aussi bien avant que depuis le 7 octobre, les Palestiniens continuent à subir une violence extrême de la part de l'armée israélienne et des colons israéliens. Pendant les 9 premiers mois de l'année 2023, 208 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne en Cisjordanie, ce qui a donné lieu au bilan le plus lourd, au moins depuis 2008. Après le 7 octobre et jusqu'à la fin de l'année, juste la fin de l'année 2023, donc on ne parle pas de l'année 2024, on compte 318 Palestiniens qui ont été tués par l'armée israélienne ou par les colons israéliens en Cisjordanie. Au moins 1200 Palestiniens ont été déplacés de force à l'intérieur de la Cisjordanie. Et c'est uniquement entre le 7 octobre et la fin de l'année. Et en ce qui concerne les arrestations, on compte à peu près, je ne vais pas donner vraiment le chiffre exact, parce que c'est, je veux dire, ça n'a pas vraiment, disons, d'incidence, mais c'est à peu près 5 000, on parle de 5 000 personnes qui ont été arrêtées juste depuis le 7 octobre en Cisjordanie. Et contre une arrestation de à peu près 5 500 avant le 7 octobre. Bon, voilà. On ajoute à ça, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et ça fait partie aussi de ce que je disais, qu'il ne faut jamais vraiment séparer les deux. Il y a aussi des Gazaouis qui ont été arrêtés à l'intérieur de la Cisjordanie. C'était à la base des Gazaouis qui travaillaient en Israël. Et on compte à peu près 2600 personnes qui ont été arrêtées par les Israéliens depuis le début de la guerre. Voilà, donc des bilans extrêmement lourd. Et malheureusement, il n'y a pas de perspective plus optimiste, disons, pour venir contrer un peu ces bilans. Sans tarder, je vais peut-être laisser la parole à nos invités. À Pierre Motin, vous êtes responsable plaidoyer à la plateforme des ONG françaises pour la Palestine. Diplômé de l'Institut d'études politiques de Toulouse en 2010, et vous avez travaillé pour Human Rights Watch, Oxfam France, Handicap International et l'ACAT France, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Et vous êtes l'auteur de l'un des articles du cahier. Vous allez nous parler de la difficulté du défi de la société civile et du défi de la société civile française à faire reconnaître l'apartheid à l'encontre des Palestiniens. Ensuite, nous allons écouter Ali Nashat El-Sha'ar, qui est spécialiste en santé publique et système de santé en Palestine, qui va nous rejoindre avec Farah Darwazeh, qui est psychologue et qui a de nombreuses années d'expérience en premiers soins
psychologique et qui a travaillé pendant des années en tant que conseillère aussi psychologique. Aujourd'hui, elle travaille à l'Institut palestinien pour enfants, Palestinian Child Institute, et par l'intermédiaire de l'unité d'intervention d'urgence, elle apporte une aide psychologique aux enfants et aux familles qui sont touchées par les attaques israéliennes contre les villes et les camps de réfugiés palestiniens, notamment à Jenin. On va commencer avec vous, Pierre Motin. Je vous laisse la parole pendant une quinzaine de minutes. Ça marche. Merci beaucoup. Merci, Dina. Pour revenir sur cette question donc, de l'apartheid, par rapport à l'article que j'ai pu écrire pour les cahiers du réseau Euromed France, je voudrais peut-être commencer par revenir sur la définition de l'apartheid. Donc, si on parle d'apartheid aujourd'hui d'un apartheid israélien à l'encontre du peuple palestinien, c'est après une analyse juridique qui a été faite par plusieurs ONG, plusieurs juristes, etc., sur un temps assez long, depuis plusieurs années. Et tout ça pour bien dire qu'il y a une différence avec l'apartheid sud-africain. On ne se base pas sur la situation d'apartheid telle qu'elle a eu lieu en Afrique du Sud, mais sur la notion de crime d'apartheid définie par le droit international, donc notamment définie par les statuts de Rome qui ont établi la Cour pénale internationale, ainsi que la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est l'apartheid en droit international? L'apartheid, c'est défini par plusieurs critères. Premier critère, l'existence d'un régime institutionnalisé d'oppression et de domination systématique. Deuxième critère, il faut que ce régime soit appliqué à un groupe, alors les textes de l'ONU disent un groupe racial, sur un autre groupe racial, sachant que l'ONU considère qu'un groupe racial, c'est très large en fait. Ce n'est pas vraiment basé sur la notion de race, ça peut être politique, ça peut être ethnique, ça peut être national, ça peut être religieux. Il faut aussi qu'il y ait une intention claire de maintenir ce régime dans la durée. Et dernier critère pour pouvoir parler de crime d'apartheid en droit international, c'est l'existence d'un ou plusieurs actes inhumains tels qu'ils sont décrits par le statut de Rome ou la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. La notion d'apartheid, elle est utilisée par la société civile palestinienne depuis les années, ça fait assez longtemps, depuis les années 80-90. C'était quelque chose qui était mentionné assez souvent, mais qui était peu, dont les ONG internationales, la société civile internationale d'une certaine manière, et aussi la société civile israélienne s'emparaient peu. C'est avec les rapports qui ont été publiés en 2021, d'abord par B'Tselem, la grande ONG israélienne de protection des droits humains, puis Human Rights Watch, l'ONG internationale basée à New York, que cette question de l'apartheid a commencé à prendre beaucoup d'ampleur au sein de la société civile. Après, d'ailleurs, un travail important de la part des ONG palestiniennes de défense des droits humains pour faire avancer cette qualification juridique. Et en 2022, oui, 2022, c'est ça, il y a eu le rapport d'Amnesty International aussi sur l'apartheid. Il y a des différences d'appréciation sur l'étendue de cet apartheid. Par exemple, B'Tselem ou Amnesty International ou la plateforme des ONG françaises pour la Palestine considèrent que cette situation d'apartheid, elle concerne les Palestiniens des territoires occupés, les Palestiniens d'Israël, ainsi que les réfugiés palestiniens. D'autres organisations, par exemple l'ONG israélienne Yesh Din, considèrent qu'on peut parler d'apartheid
dans les territoires palestiniens occupés. Et Human Rights Watch considère qu'on peut parler de crimes d'apartheid, en tout cas en Palestine occupée. On considère notamment qu'il n'y a pas le critère de crime contre l'humanité pour le reste de la population palestinienne. Alors si c'est... voilà, toute la publication de ces rapports, c'est quelque chose qui a été très long, qui a pris plusieurs années, qui a fait vraiment l'objet d'un travail de longue haleine de la part des juristes de toutes ces organisations, et qui formule plusieurs recommandations, sachant que les recommandations opérationnelles de cette qualification de crime d'apartheid ne sont pas évidentes d'une certaine manière. D'une certaine manière, on pourrait dire, voilà, c'est une situation d'apartheid, et donc en gros, ce que la société civile internationale, la société civile palestinienne ou la société civile palestinienne demande en général, c'est déjà que le crime d'apartheid soit pris en compte, notamment dans le cadre de l'enquête actuelle de la Cour pénale internationale, qui a été lancée en 2021, qui là pourrait reprendre à la suite des événements du 7 octobre. Et tout ça pour vous dire qu'il y a aussi une volonté que les États, que la communauté internationale reconnaissent aussi la situation d'apartheid. En France, notamment, ça s'est concrétisé par la formation d'une coalition d'ONG françaises qui travaillent sur l'apartheid, qui comprend Amnesty International France, l'association France-Palestine Solidarité, le CCFD Terre Solidaire, Human Rights Watch, la Fédération internationale pour les droits humains et donc la plateforme Palestine. On s'est constitué l'année dernière, en 2023, fin 2022, pardon, pour essayer de faire avancer cette reconnaissance de l'apartheid par les pouvoirs publics français. Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, avait déclaré, tant qu'il avait son portefeuille, que si la situation dans les territoires occupés continuait telle qu'elle était à l'époque, on pourrait alors parler d'apartheid. On s'est pas mal basé sur cette déclaration. Depuis, il y a eu... Pour vous donner un petit peu un historique, ensuite, le ministère des Affaires étrangères français ne parlait pas d'apartheid. Il prenait note de la publication des différents rapports sur l'apartheid, mais ne prenait pas position. Ensuite, le moment assez important, ça a été la publication du rapport d'Amnesty International, voilà, qui bien sûr, qui a une puissance de frappe médiatique beaucoup plus importante que d'autres organisations. À partir de ce moment, il y a eu des prises de position pour dire qu'on ne pouvait pas parler d'apartheid pour décrire ce qui se passait en Palestine occupée ou en Israël à l'encontre des Palestiniens. Ça a fait l'objet, comme de nombreuses dénonciations des violations des droits des Palestiniens, d'un travail très important de toute la galaxie d'acteurs de la délégitimation de la solidarité avec les Palestiniens, qui donc ont déroulé des pseudo-argumentaires disant que ça serait raciste même de parler d'apartheid, alors que l'apartheid c'est justement une forme de racisme. Que parler d'apartheid, le CRIF, donc le Conseil représentatif des institutions juives de France, dans une déclaration que vous pouvez encore lire sur son site, indique que le rapport d'Amnesty International est une forme d'antisémitisme. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez énorme, on pourrait dire. Donc, pour vous donner un petit peu une idée du travail de plaidoyer qu'on organise comme ça en France, on s'est rendu compte que le problème était plus politique que diplomatique. On a l'impression qu'au sein du personnel diplomatique français, l'idée fait son chemin
que oui, il y a un système d'oppression systématique de la population palestinienne par les autorités israéliennes. On pourra revenir d'ailleurs sur quelques exemples très concrets, parce que c'est vrai que ça peut sembler assez vaste, la question de l'apartheid. C'est au sein du personnel politique, des parlementaires notamment, que là, c'est assez compliqué de parler d'apartheid. On en a eu l'illustration, notamment lors du vote, de l'examen d'une résolution pour la reconnaissance de l'apartheid qui a été portée par le groupe communiste à l'Assemblée nationale en avril 2023. Avec très clairement toute la majorité qui a voté contre cette reconnaissance de l'apartheid, tout ce qui est à droite de la majorité aussi. Le Parti socialiste qui n'a pas pris part au vote, à part un député qui a voté contre, et le reste de la NUPES qui a voté pour la reconnaissance de l'apartheid. Donc voilà, ça a conforté notre analyse qu'il fallait avoir un travail de sensibilisation du personnel politique sur cette question, qui est une question éminemment juridique, finalement. Dès qu'on parle de l'apartheid, on nous dit oui, mais ça n'est pas l'Afrique du Sud. Oui, en effet, mais il y a un crime qui est reconnu par le droit international. Tous les critères sont cochés. Donc pourquoi ne pas le reconnaître? Voilà, c'est donc ce à quoi on s'attelle, notamment en organisant on organise des colloques réservés aux parlementaires, on organise des rendez-vous, etc. C'est un travail de longue haleine, mais voilà, au fur et à mesure, l'idée a réussi à faire son chemin. Au niveau plus international aussi, on se rend compte que c'est quelque chose qui est de plus en plus reconnu. En Israël même, au sein des ONG israéliennes de défense des droits humains, l'apartheid dans les territoires palestiniens occupés fait l'objet d'un consensus. Il y a un débat assez important sur est-ce que les Palestiniens d'Israël sont soumis à un apartheid, parce que la situation n'est pas la même pour les Palestiniens d'Israël que pour les Palestiniens des territoires occupés. Mais sur la Palestine occupée, là, il y a un consensus total. On remarque même qu'au sein du personnel politique de la gauche israélienne, même une partie de la gauche sioniste, etc., l'apartheid dans les territoires occupés commence à faire son chemin. Certains responsables, ça peut être des membres de la Knesset, d'anciens ministres, d'anciens ambassadeurs. On a même eu l'ancien chef du Mossad qui disait oui, le fait est là. Voilà. Un exemple le plus frappant de ce système d'apartheid, c'est l'existence de deux systèmes juridiques sur le même territoire en Palestine occupée. Si vous êtes palestinien occupé, vous allez être jugé par des tribunaux militaires. Donc voilà, 3,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie, notamment. Si vous êtes colon en Cisjordanie, donc on compte entre 600 et 700 000 colons en Cisjordanie, donc environ 20% de la population totale de la Cisjordanie, vous n'allez pas être jugé par les mêmes tribunaux, vous allez être jugé par des tribunaux civils israéliens. Vous n'allez pas utiliser les mêmes routes, vous n'allez pas avoir les mêmes droits, tout simplement. Donc c'est l'illustration la plus claire de cet apartheid. L'autre illustration, c'est bien sûr le mur, qui est construit donc dans les années 2000, qui sépare. Voilà, apartheid, c'est mettre quand même à part deux populations qui séparent la population des Palestiniens des territoires occupés du reste de la population d'Israël, qui les empêche de profiter de leur liberté de mouvement, etc.
Pour les Palestiniens d'Israël, très rapidement, on considère aussi qu'il y a une situation d'apartheid parce que les droits des Palestiniens d'Israël ne sont pas équivalents aux Israéliens juifs en Israël. Il y a le droit de vote, c'est vrai. Il y a l'accès à des emplois, mais pas l'accès à tous les emplois. Il y a des grosses discriminations en ce qui concerne les mariages mixtes. Et aussi, et c'est un des exemples les plus importants de discrimination, des discriminations en termes d'accès aux droits fonciers, à la propriété foncière. Donc voilà, c'est sûr que dans le climat actuel, parler d'apartheid, c'est pas évident, pour les raisons qu'on connaît. L'urgence est à Gaza, mais c'est difficile de parler de quelque chose qui peut sembler beaucoup plus théorique que les massacres auxquels on assiste de manière quotidienne. Mais finalement, on reste sur ce même système d'oppression, de domination systématique d'une partie d'un groupe d'une population à l'encontre d'une autre population. Mr. Ali and Ms. Farah. Thank you very much. I think I will use my time here to really be specific into the points that are relevant to your session. And I will start saying the background. The background in Palestine is first occupation. 75 years of occupation and 56 years of occupation of the West Bank and Gaza, without having a horizon solution or decent life of Palestinians. This is one. The second one is the World Bank report that I quoted in my article previously, which was addressing mental health in Palestine, talking about 50% of the surveyed, which was a representative skill at the national level, having one or more signs of depression, and 36% having PTSD, post-traumatic stress syndrome. And variation between West Bank and Gaza were in favor, with higher percentage in Gaza as a result of continued and continuous repeated attacks happening in Gaza, and variation occurred in relation of the economic state of respondents, noting poverty in had at 3% prior to October the 7th. Mr. Ali, can we pause for a second for the translation, please? Donc, il explique d'abord le contexte de la Palestine, qui est d'abord un contexte d'occupation, 75 ans d'occupation et 50 ans d'occupation en Cisjordanie. Il explique ensuite le rapport qu'il a lui-même cité dans son ouvrage qui avait été justement dans l'apparition du REF, où il parle et développe l'état de la santé mentale aujourd'hui en Palestine, où on a pratiquement la moitié de la population qui va témoigner de signes de dépression et plus de 35% qui vont avoir des signes de stress post-traumatique. Il y a des variations évidemment dans ces chiffres entre les territoires occupés en Cisjordanie et ensuite en Gaza. À Gaza, évidemment, avec un pourcentage plus élevé à Gaza, en conséquence des attaques continues et perpétuelles depuis des décennies. Now, that was the background, and now we look at the situation after October the 7th. No one disagrees, and I'm not going to details, is that the Palestinian population in Palestine are going through genocide. The international law, the Court of Justice have articulated the elements and highlighted that is what is happening, a genocide. And then we think now what is particular in Palestine, what we observe. We observe that, for example, society is becoming in line with committing genocide
And it was weird that at the beginning of this war on Gaza, even the Israeli physicians, doctors who were supposed serving patients and wrote a declaration and appeal to the military authority in Israel, asking them to bomb Shifa hospital. Second, actions on the ground. Now, talking about more than 90% of the population in Gaza displaced. Many, high percentage of them do not have a place to stay. They stay in tents, they stay on the streets, they stay in hospitals that have been even bombarded and they were killed or evacuated. Children, in part, which is the area in which we work, myself and my colleague Farah, have been subject to trauma. Donc après avoir posé les bases du contexte, il explique la situation actuelle aujourd'hui à Gaza en disant que clairement plus personne aujourd'hui ne va remettre en cause, au moins dans ce milieu, le fait qu'il y ait un génocide. Il cite la Cour de justice qui a articulé justement une série d'événements qui soulignent qu'un génocide est actuellement en cours. Il explique qu'au début de cette guerre sur Gaza, contre Gaza, il y a eu justement toutes ces histoires de bombardements supposés ou avérés envers des hôpitaux à Gaza, ce qui ne fait qu'empirer la situation. Il explique qu'aujourd'hui, sur le terrain, plus de 90% de la population est déplacée. Un pourcentage très élevé d'entre eux n'ont aujourd'hui nulle part où se loger. Ils vivent dans des tentes, dans les rues, dans les mêmes hôpitaux qui ont été bombardés. Et les enfants, évidemment, sont aussi des très fortes victimes de ce traumatisme. Now, when we talk about children, I will be talking about trauma, the number of children killed, of them injured, the number of them amputated. That huge number forms the physical aspect of injury. One step further, we talk about hunger. A report from OCHA was saying that 10 people in the world suffering from severe, there are 8 in Gaza. Cold weather, I think everyone watched on the television when we had rainy and cold weather in the last 2 weeks. The people, the children of Gaza were not having any assets. In fact, they were displaced the summertime, whereby their clothing was suitable for summer, not at all winter. And 27,000 children got orphaned, lost one father, and some number talk about 17,000 children lost both their parents. That source of close protection. We started to see in Gaza a new phenomenon that was registered on the files in hospital, WOSOF, wounded only survival of a child hospital injured and being the only survivor hospital. And I will capture the quotation of child who is amputated too late, saying to near his bed, and my legs will grow. No? Donc il développe maintenant sur la thématique particulièrement des enfants qui sont donc traumatisés au sens physique et au sens mental, physiquement puisqu'ils sont blessés, amputés, des fortes blessures physiques. La question de la faim aussi est fondamentale. Il parle d'une statistique qui est vachement évocatrice. Pour 10 personnes dans le monde aujourd'hui qui souffrent de faim sévère, il y en a 8 qui sont à Gaza. En ce qui concerne la situation de l'eau, ensuite, il n'y a plus d'accès à l'eau. Tous ces enfants qui ne peuvent même pas boire directement, qui en fait doivent attendre qu'il pleuve. Alors on va bientôt passer les mois froids. On parle ensuite de l'orphelinat. 27 000 enfants ont perdu un de leurs parents, voire 17 000 enfants ont perdu leurs 2 parents. Dans les hôpitaux à Gaza, on voit donc un nouveau phénomène qui est de plus en plus visible dans les dossiers d'enfants blessés qui sont en fait les seuls survivants. Il termine ensuite avec un témoignage justement d'enfants qui avaient été amputés des 2 jambes perdues et qui sont donc en incapacité totale de n'importe quel mouvement, voire. The role of the international organizations, the human rights organizations, UN, all has been paralyzed and shocked. However, unfortunately, we found no specific action that could help the children, their families, or the community, or prevent what we say the genocide. Donc, il parle ensuite du rôle des organisations internationales, des associations, des ONG et de l'ONU en disant qu'en fait, toute action qui puisse aller dans ce sens pour les aider a été vachement bloquée, empêchée et voire paralysée
À Gaza, il n'y a aucune solution qui a pu être trouvée par quelconque de ces organisations et ou associations pour apporter de l'aide aux enfants, à leurs familles et tout ce qui pourrait en fait arrêter le génocide qui est actuellement en cours. Je pense qu'il allait maintenant continuer sur la situation qui est actuellement en Cisjordanie, avec l'expansion des colonies justement en situation de guerre à Gaza. C'est justement l'occasion pour qu'en parallèle se développent les colonies, les attaques militaires, etc. C'est ce qui a été dit pour l'instant, si je bricole avec les problèmes techniques. تفضل أستاذ علي. آخر شيء I think I'm going to say here is that now it is urgently needed that everyone, every organization, every advocacy organization make pressure on the governments so that military action in Gaza and a long-lasting solution is found, and support the International Court of Justice so that this case demonstrates the genocide happening in Palestine and finds a solution for it. Thank you. Donc il continue en disant que, un appel en fait à l'aide, il est urgent que tout le monde, tous les acteurs, les organisations de plaidoyer fassent pression sur le et sur les gouvernements pour que des mesures soient prises de manière rapide et concrète à Gaza et pour qu'une solution durable soit trouvée. Il dit que justement la Cour internationale de justice a statué en parlant de génocide et qu'il faut maintenant soutenir, faire preuve de soutien à cette qualification de génocide qui a été donnée par la Cour de justice. Merci Nadia. شكرا أستاذ علي. أستاذة فرح تفضلي. شكرا. I want to thank everyone here that make me a voice of the family that I work with, especially in Jenin camp and also with my colleague who are in mental health in Gaza, that I make all the time connect with them and I know how they are suffer there in Gaza. For that, I will not speak about information and scientific issue, but I will speak about the voice of families that I work with. Also very difficult to work with these families, especially that there is complex continue PTSD that family in Gaza and family in Jenin camp and West Bank all the time suffer from. So it's continuous, it's complex, it's PTSD. In the beginning, we tried to work as a first aid intervention with them, but after that, we discovered that first aid intervention is not enough. And because we need to go back to the same house most monthly or more than once in the same time. So now we need to think about intervention, our intervention, our psychological intervention in all Palestinian area because of the genocide and all things that Dr. Ali talked about. L'intervenante se veut être la voix des familles avec lesquelles elle travaille. Donc avec son association, son organisation, justement, elle va travailler avec des familles qui sont en Cisjordanie et à Gaza. Et elle profite aujourd'hui de la plateforme qui est donnée justement pour être leur voix et leur plateforme. Elle travaille à Jenin. Elle a des collègues qui travaillent aussi à Gaza dans les questions de santé mentale. Elle dit que d'abord, ce qu'elle voulait faire, elle, auprès des familles palestiniennes à Gaza et en Cisjordanie, c'était apporter de l'aide urgente, des secours, des premiers secours. Et elle se rend compte en fait que ce n'est pas suffisant. Qu'il y a des premiers secours, mais ensuite qu'il faut tout le temps retourner, revoir ces familles, parce que ces familles ne peuvent pas s'en sortir. Même après ces premiers secours d'urgence, ce n'est pas suffisamment. Et ce qu'il faut en fait, c'est un suivi psychologique au long terme pour justement aider contre ou essayer de prévenir ces traumatismes et ce stress post-traumatique qui survient dans la majorité des familles avec lesquelles elle a affaire.
I want to talk about Hussein. Hussein, he is 7 years old. He lost his father by bombing in Jenin camp. Hussein, I make intervention with him and with all his family because Hussein, he was near his father while Israel army bombing him in Jenin camp. Hussein told me that when I see my father as a part, I could not do anything. I was freeze. And that was for him a very bad moment that he was remembering it all the time. And he dreaming in the night in this photo of his father. Hussein, he is from Jenin, and this is not the first time he lose someone he loved. All the family was very hurt by what happened to them because the father was in front the side of the house and they didn't save him and they tried to help him but they couldn't help their father. So Hussein all the time go to his father grief and all the time talking to his father, and he told me that he is not fleeing from Israel army anymore else because he know that he want to die because he want to go to his father and to see him in the heaven. And this is the dream of Hussein, that he don't want to be alive anymore. That was shocking me because he is a small young child, 7 years old, that he does not found there is a worthful life to live. Also, he was a shelter for soldier army after 1 month of his father's death because soldier army in Jenin camp took him and his family, his mom and his sisters and his brothers to be as a shelters for them from boys that they throw some stones on them and they put him in a street. So Hussein, he does not found the meaning of the life and he does want to be alive anymore. It's a child and he is worth to have a good life, not to feel that he is not safe and he can lose everyone he loves. This is for Hussein and his sisters and his mothers. Premier témoignage qu'elle nous raconte, qu'elle-même a connu, avec qui elle a parlé, Hussein. Donc Hussein est un jeune garçon qui a perdu son père dans un bombardement à Jenin. Son père est mort devant ses yeux, sous les bombes. Il a juste observé, témoigné, sans pouvoir rien y faire. Il s'est senti donc complètement impuissant. Hussein est de Jenin, donc cette ville palestinienne. Toute sa famille est de Jenin. Et ce n'est pas la première fois, évidemment, elle dit, qu'elle a perdu quelqu'un qu'il aimait. Son père est mort en fait juste au pied de sa maison. Sa mère, ses frères, ses sœurs ont essayé d'accourir pour l'aider, mais ce sentiment d'impuissance et cette impuissance avérée. Et donc Hussein raconte qu'il en fait n'a plus peur de l'armée israélienne, même si c'est une armée meurtrière pour lui et sa famille, car en fait il n'a plus peur de mourir, au contraire, il veut mourir pour pouvoir rejoindre son père. Son rêve, il raconte, c'est de ne plus être en vie, pour pouvoir être avec son père et pour ne plus vivre la vie qu'il subit en fait. Et Hussein a 7 ans. And what I do with Hussein is trying to tell him that you are not alone. I am here with you as a psychologist. I don't know what to make an intervention with him, but I know that I can help him to make the life meaningful for him and to cope with what happened to him. I know that complex PTSD sometimes affect everything in life, but what I'm trying to do with Hussein that to make a good or better life to him. Also, I work with Sadil. She's 14 years old from Jenin camp. And Sadil, I work with her because her sister was having a bullet in her chest. When I went there to work with Sadil, because she does not cope with the bullet of her sister and she was witness what happened to her sister, I discovered that Asil could not
continue her life because her best friend was also shot by Israel army in Jenin camp while she was playing with her cats. And she feared that she will lose her sister like she lose her friend. This girl, it's affected me hardly. I was today crying with my supervisor when I talk about her because she's very young girl. From 6 months, she couldn't deal with her denial about lose. And she afraid to make everyone, or she afraid to lose her family also, and someone else she loved. She affected me hardly, so I was talking with my supervisor about her and how to help her because this event will really be continuously and go on. With Sadil also, my duty to help her and to tell her that I am there for her. And losing people we love, it's something in the life, but not normal to children that they are 14 years old. But we can, me and her, pass this very difficult trauma. You can translate if you want. Yeah, of course. Thanks a lot. Donc, elle explique en fait que son rôle en tant que psychologue, c'est d'essayer de réinculquer leur vie avec du sens. Parce qu'après avoir perdu ses proches, leur vie paraît en fait complètement dénuée de tout sens. Et donc, elle essaie justement de réinculquer cette idée-là. Elle parle de justement dépression et trauma qui est complexe, qui affecte toute une vie, mais qu'elle essaye, elle, en fait, de déconstruire dès en fait, leur plus jeune âge, dès leur enfance. Elle évoque une deuxième histoire, celle d'une jeune fille de 14 ans également, qui vient aussi de Jenin, donc le territoire sur lequel elle opère. Et sa meilleure amie a également été abattue par l'armée israélienne alors qu'elle jouait dehors avec sa classe. Et donc, cette jeune fille maintenant qui a perdu sa meilleure amie, qui était juste en train de jouer dehors innocemment, a peur donc de perdre sa famille. C'est vraiment une peur qui l'accapare, qui prend vraiment le contrôle de sa vie. Elle est passée par les différentes phases de deuil, donc d'abord le déni, le fait de nier en fait que ce qui lui arrive est vrai, parce que ça paraît impensable. Et ensuite, c'est cette peur qui englobe tout le reste de sa vie, de perdre tout le monde qui l'entoure. Et donc, en tant que psychologue, ils parlent et ils évoquent de ces situations-là, comment en sortir, comment aider ces personnes-là, en fait. Et ils essayent d'inculquer des idées telles que c'est normal de perdre des personnes, ça fait partie du cours de la vie, mais en fait, ce genre de pensée, c'est aussi dénué totalement de sens quand on dit ça à un enfant qui a 7 ans ou un enfant qui a 14 ans, et surtout qui a perdu sa famille ou ses amis dans un tel contexte. Mais il y a quand même cette idée d'un métier qui est tout de même utile et qui est nécessaire pour aider en tant que psychologue. Thank you. And I will go now to talk about Manal. Manal, she is a psychologist. She's from Gaza. I've been in Gaza last June. And when I know Manal, she's welcomed me in Gaza in a beautiful way. She hosted me in her house and she introduced her daughter's son's husband. Manal, she been displacement from her house to another place for 5 times. She go from her house because it was bombed, to Rimal in Gaza, and also their house there was bombed. She go to Anseirat, also after Anseirat, and it's in the west of Gaza, also being attacked. So she go to Khan Yunis, and she discovered that Khan Yunis, it's not a safe place because it been bombed, and now she is Rafah. And yesterday she told me, Farah, we need to leave the place that I am sit in to another one that is near the sea. And I told her why, because she told me because the place I am sit in now, it's a tent, but it's more near Khan Yunis, so it will be
more place to be bombed by Israel army. And because I want to make my family safe, I need to displace myself again. And she been displacement from her house for 5 times. Manal now, she told me that she lose 14 kilo of her weight. I told her, Manal, now how are you now? How is your shape now? She told me I am very thin because I just wait a humanitarian aid to eat, me and my family, because there is a heavy hunger in Rafah. The food is not enough for everyone there. And she told me, Alhamdulillah, I am better than anyone else. I have a tent to sleep in, I have clothes, and I have a cover. But other children in Rafah, they haven't. And they haven't also shoes. They've been all the time without shoes because there isn't any shoes or any clothes to be warm from the cold. She described the thing there with her way, but also it was for me like how I can help and how I can be with her is really mental health issues that we are work now. Can help her. I told her that I love her. She's in my heart. I don't know what to do for her, but really I am thinking about her. And if I have anything to do, I will do for her. But in the same time, I feel with her like helplessness, that how I can really help this beautiful woman and her family with that hard time. She's afraid from bombing, hunger, coldness, all of these genocide steps and things that happened to her. This is the voice of these people that I work with. Sorry, it was very happy, and I know it's filled with very hard issue. I'm sorry because I am make you feel like that, but it's my feeling and their feeling and their voice. And this is what we really talk about, that we need really to cease fire, make humanitarian aid go in, make people there live, because if we stay like this, it will be really genocide, which is we don't want. And we will let one or two of Palestinians talk about Palestine because there is no Palestinian in Palestine, unfortunately. Thank you. Thank you so much, and don't apologize. Elle nous parle de Manan, qui est une psychologue qu'elle a rencontrée à Gaza quand elle y est partie en juin dernier. Quand elle a vu Manan l'a accueillie d'une très belle manière, elle lui a présenté où elle était, elle lui a montré son mari, ses enfants. Mais ce qu'elle lui a montré, ce n'était pas chez elle, en fait, c'était un endroit où elle avait été déplacée à Gaza de manière forcée pour la 3e fois. Donc c'est la 3e fois depuis le 7 octobre qu'elle avait dû se déplacer. Elle était contrainte de bouger, donc elle va d'une ville à l'autre. 2 ou 3 fois, elle passe par Khan Yunis notamment. Chaque endroit où elle va, elle se retrouve en danger. Elle se retrouve bombardée et obligée, en fait, au bout de quelques jours ou quelques semaines, de repartir de nouveau avec ses enfants. Elle se dit qu'elle se rapproche de plus en plus de la mer, qu'elle y est coincée en fait et qu'elle est aujourd'hui à Rafah. Et donc je vous épargne la suite de sa G2. Donc au final, elle s'est déplacée 5 fois. Elle dit qu'elle a perdu 15 kilos à cause de tous ces déplacements. Elle a perdu ses cheveux, elle a perdu du poids. Et elle attend donc une aide humanitaire, surtout pour manger, parce qu'il n'y a que très peu. Elle a de la chance, justement, quand elle dit de pouvoir manger. Et elle considère, justement, avoir de la chance. Elle garde cet optimisme en disant « Moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore des vêtements. Même si j'ai été déplacée 4-5 fois, j'ai tout de même un endroit où je peux rester.
où je peux dormir. J'ai mes enfants, mais elle dit il y a des enfants qui n'ont rien. Comme disait justement Ali avant, ils n'ont pas de chaussures, ils dorment dehors quand il fait froid, ils n'ont juste strictement rien. Elle revient ici à l'importance de la santé mentale et d'un accompagnement mental. Elle parle à son amie Manan, qui est psychologue, et elle lui demande « Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Qu'est-ce que je peux t'apporter en étant si loin ?» Et elle lui dit le soutien mental. Et donc le rôle des psychologues est le plus important. Ce n'est pas inutile, même si ça peut parfois sembler tellement difficile de concilier tout cela. C'est nécessaire. Et c'est pour ça qu'elle a justement utilisé le temps de parole pour parler des histoires personnelle. Elle s'excuse, elle dit désolée de vous avoir parlé de quelque chose de si triste, d'avoir mis une telle ambiance. C'est pour ça que je lui ai dit ne t'excuse pas. Elle dit que c'est justement en parlant de la situation quotidienne de ces personnes-là qu'on comprend réellement ce qui se passe, qu'on réussit à concrétiser cette réalité, à concrétiser le quotidien du génocide. Et c'est une prise de parole qui est fondamentale. Voilà. Merci, Nadia. Thank you so much, Farah. Thank you for sharing this with us. It was indeed very heavy, but the situation is not less heavy in there, and everyone needs to know that. Thank you for your voice, and thank you for sharing this. I know it was very heavy for you, above all. Thank you, Mr. Ali, also. Maintenant, on peut peut-être laisser la parole à notre public, si vous avez des questions. Des commentaires. Si vous avez des questions à poser aux intervenants en anglais, n'hésitez pas à les poser en français et je leur transmettrai. Alors, c'est difficile après un témoignage aussi poignant de prendre la parole, mais j'ai trouvé, je ne veux pas être dans la polémique, même si c'est peut-être... on ne peut pas y échapper complètement, mais entre ce qu'a dit Pierre Motin au sujet de l'apartheid comme, disons, le mode de lecture de ce qui se passe là-bas, quand on voit ce qui se passe dans la bouche de notre ami Farah, il me semble qu'on est dans un décalage total. C'est-à-dire que aujourd'hui, parler de l'apartheid, c'est une sorte de libération, disons, de sa conscience pour pouvoir définir une réalité qu'on ne connaît pas bien et qui est très, très, très loin, en définissant ça comme une apartheid, très loin de la réalité concrète qui est une réalité politique, pas juridique simplement. Ce n'est pas simplement la différence de traitement entre la population. Mais là, c'est quelque chose de l'ordre du politique. Et c'est pourquoi je considère qu'il faut continuer à parler d'occupation, parce que c'est à travers l'occupation illégale des territoires qu'on peut se mettre sur la piste d'une sortie qui ne peut qu'être politique. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas aider les populations dans leurs besoins quotidiens, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est juste que entendre régulièrement cette idée de l'apartheid me semble être complètement décalé par rapport à la réalité de terrain et la réalité politique de la Palestine. Je suis désolée, j'y vais tout droit, mais c'est ce que je pense. En fait, la personne avant a exprimé à peu près mon impression à moi aussi. Je voudrais aussi apporter quelques précisions concernant cette convention. D'une part, elle n'a été ratifiée par aucun pays occidental. Et son comité de suivi ne fonctionne plus depuis 1995. Bon, il y a un désintérêt pour cette convention, il faut bien le dire. Et je ne trouve pas étrange que ni la France ni aucun autre pays occidental ne veuille penser à la ratifier en l'état des choses. Maintenant, il y a aussi la Cour de justice, je viens de vérifier sur son site, qui a reçu des observations. Et en fait, il y a 12 pays seulement qui ont fait des observations, dont les États-Unis comme le seul pays occidental. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre. C'est une question effectivement de droit qui est important, mais je pense aussi que ça nous dévie de l'importance politique et de la solution politique et qu'il faut concentrer les efforts. Les ONG fassent ce qu'ils veulent évidemment, mais nous, citoyens, en tout état de cause, je pense qu'il faut que nous activons
pour soutenir la solution politique, 2 États à égalité. Vous voulez réagir? Oui. Je vous en prie. Oui, là j'ai parlé particulièrement de l'apartheid, voilà, parce que c'est la commande qui m'avait été faite pour les cahiers du REF. Mais dans l'intitulé de cette première moitié de cet après-midi, c'était la vie sous l'occupation. Et voilà, moi en fait, je considère qu'aujourd'hui, la vie sous l'occupation, justement, ça réunit 3 éléments principaux qui sont déjà l'occupation, voilà, militaire depuis 1967, la colonisation, une colonisation de peuplement, et donc voilà cette question de l'apartheid. Pour répondre, la manière dont, au niveau des ONG, on travaille sur cette notion d'apartheid, c'est vraiment pas exclusif du reste des cadres. Voilà, donc occupation, colonisation. Il n'y a pas de... je ne crois pas connaître une quelconque ONG qui s'est dit qu'il il ne fallait plus parler d'occupation ou de colonisation. C'est vraiment l'idée de s'emparer d'une notion juridique et d'un crime qui existe en droit international. Sur le fait que la France n'ait pas ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination, la France, par contre, a ratifié et est partie au statut de Rome pour la création de la Cour pénale internationale. Et la Cour pénale internationale, et donc les statuts de Rome, parlent donc de ce crime, définissent le crime d'apartheid. Mais voilà, pour revenir là-dessus, de manière très concrète, depuis le 7 octobre, dans notre plaidoyer, on parle beaucoup moins d'apartheid parce que voilà, c'est pas l'urgence. C'est un outil parmi d'autres. On a une boîte à outils qui s'appelle le droit international, et voilà, on a cet outil, on peut l'utiliser. C'est pas aujourd'hui, notamment, c'est pas l'outil qu'on utilise en priorité. On a vu, et ça a été mentionné, que depuis le 7 octobre, il y a la notion de crime de génocide qui est utilisée, qui fait l'objet donc de cette requête de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. De nombreuses ONG, de nombreux experts de l'ONU considèrent qu'il y a un risque de génocide. Certaines ONG, par exemple la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains, considèrent qu'on peut parler de génocide. C'est un autre outil. Et c'est pareil, à mon avis, il ne faut jamais considérer que c'est quelque chose qui doit être exclusif. En fait, on s'est rendu compte, au niveau notamment de la coalition des ONG françaises contre l'apartheid, qu'aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est moins le travail autour de l'apartheid, voilà, à cause de l'actualité, que notre engagement pour le respect du droit international en général. Et voilà, ça passe par un travail de plaidoyer pour l'application des mesures conservatoires de la Cour internationale de justice, pour que la France soutienne l'enquête de la Cour pénale internationale, pour relancer l'idée de l'interdiction des produits des colonies, pour lutter contre une éventuelle suspension par la France des financements de l'UNRWA. Donc voilà, encore une fois, ce n'est pas exclusif. Donc, je m'excuse de reprendre la parole, mais j'ai entendu monsieur dire que il était établi déjà par le recours en cours que le génocide était un fait. C'est pas vrai. Ce que dit l'instance est que Israël doit prendre toutes les mesures pour éviter que ces actions n'aboutissent à un génocide, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi, je dirais que la question des ONG, l'un n'empêche pas l'autre. Les ONG peuvent continuer leur travail et la question politique est vue de toute manière par les États. Donc, on ne peut pas éluder l'un et l'autre. Mais le travail des ONG est très important aussi parce que c'est un travail qui rappelle ce qui se passe un peu partout et surtout en Israël. Il ne faut pas le négliger. Et les termes...
la Cour internationale de justice a quand même rappelé qu'il y avait tous les ingrédients pour que le génocide soit... enfin, qu'il y ait un génocide en préparation. Si. Bonjour, merci. C'est une question pour Farah. Je voulais savoir, enfin ça peut paraître étonnant, mais est-ce qu'il y a des moments à Gaza en ce moment où des gens peuvent se poser et avoir une sorte de soutien psychologique, justement? Est-ce que Manal peut faire ça dans l'urgence de trouver à manger, de se protéger, de se déplacer? Est-ce qu'ils arrivent à faire des petits moments de soutien psychologique avec des enfants ou des femmes ou des hommes? Merci. Ouais. So, Farah, we have a question for you from the audience. Someone asks if sometimes in Gaza there are moments or structures that can ensure mental health. So are there either structures that exist where mental health can be discussed and covered, or sometimes can the people in Gaza, sometimes amongst themselves, cover these questions to support themselves mentally? Okay. In Gaza, there is a lot of associations that they care about mental health. And I was there in January, in June. And there is a Gaza for Mental Health Association, and she care about children and adults. She take care about other more than children. And when I was in Gaza in June, I noticed that they care about mental health for adults, but children, they need a lot of work there because there is a little of specialists that they are caring about psychological issue for children in Gaza. So there is a mental health issues in the government, and they can also deal with people with mental issues problems, and they give them services. Till now, yes, I have Dr. Sami Aweda. He is a child psychiatrist in Gaza. He's now in Rafah. I connect him, and he told me that he try his best to support children there and support people there by making like some festivals or playful play, or also support people who have PTSD and lose and all of these things. And I told Dr. Sami that if we can support him, or for me, I do my best to support him in anything that he needs. Also, there is the Red Crescent Society, the UN in Gaza. They have a psychological support team who are working with children in the schools that they have displacement people who are live in these schools, and they do like debriefing activities there for the children, and these activities help them to be more resilient and to be more resilience with all difficulties that they are face in Gaza. But there is also a psychologist friend. He is working with the mental health ministry. He told me that, Farah, it's very difficult for me to leave my family in Rafah and to work in Khan Yunis and to help and support people while I need someone to support me, because I'm afraid all the time to lose someone I love in Rafah and I is in Khan Yunis. So it's difficult for them. Really, it's difficult for them to support children there, but they're trying their best, and
I'm trusting about what really they do there. I don't know if I answered the question or not. Yes, yes, of course. But I try my best. Thanks a lot. Donc, en gros, oui, il y a des structures qui existent. Après, c'est des structures qui font avec les moyens du bord. On a notamment des Gazaouis qui ont une formation ou des Palestiniens qui ont une formation plus médicale et donc ils vont là essayer d'assurer un soutien psychologique de manière informelle et donc en aidant les adultes, mais notamment les enfants. Ce qu'elle explique, c'est que vraiment les structures qui existent sur place vont vraiment aborder d'abord l'aspect de la jeunesse, de l'enfance. Et ensuite, il y a aussi des organisations donc, auprès des Nations Unies, Croissant-Rouge, Croix-Rouge, qui vont aussi travailler sur place, Khan Younis et Rafah, qui vont aussi essayer de mettre en place des structures d'aide, etc. Après, ce qu'elle nous explique surtout, c'est que c'est quelque chose d'informel. Donc, ce que vont faire en fait les psychiatres et les psychologues à Gaza, c'est simplement jouer avec les enfants. Et ça, en fait, c'est l'équivalent d'un soutien mental, ce qui est rendu encore plus compliqué par le fait que ces mêmes personnes qui essayent d'apporter un soutien psychologique, mental, eux-mêmes ont besoin de ce soutien-là et ils ne l'ont pas tout le temps. Donc ça complique vraiment la transmission. Can I add? Of course. Also, there is Doctor Without Border France, Doctor Without Border Spain, and also the psychologists in West Bank trying their best to support from far away people in Gaza. But because of losing the internet and losing connection issue in Gaza, that make also a struggle for us how to support them. Mm-hmm. But we are trying to support them by give them some like Palestinian Child Institute, where I work with Dr. Ali, and I thank Dr. Ali because he invited me here. We try to make a statement that they are psychological statement that we send it to everyone we know as a psychologist in Gaza to help them how really to have routine for their children in their life, to do the same thing, to tell the children that they are children and the adult they care about them. And because we know that in the war, the child will be responsible about his brothers and his family. And we need also to make them and to remember them that we are with them with this small statement that they are psychological statement to support them. Thank you so much. Elle ajoute qu'il y a aussi notamment Médecins sans frontières, France, Espagne qui intervient sur place et aussi des psychologues palestiniens dans les territoires palestiniens qui vont essayer de venir en soutien, mais elle dit en fait que c'est très difficile parce que, comme vous savez, il n'y a pas d'Internet, où l'Internet fonctionne très mal, et donc il y a des tentatives qui sont faites par visio, mais bon, c'est très difficile de transmettre ça. Et donc elle réitère le fait que le soutien aux enfants est fondamental et que l'idée c'est vraiment de juste montrer, faire preuve de présence pour les personnes qui n'ont plus rien et qui vivent dans l'absence. I think Farah said it perfectly well. I want to put it in a frame. Yes, there are many governmental, non-governmental, international organizations who are trying to make a difference. Their services, because of the displacement, because of the destruction of facilities, because of means to work, they became scattered. However, a huge effort is being done through grassroots organizations, reaching everywhere possible. And I think there are number of individuals who continue to give this service, even though themselves they need it. The last thing I want to emphasize is the fact that the Palestinian Child Institute has disseminated structured messaging through social media that addresses different mental health issues suffered by children so that we may provide some level of the
that might be helpful to affected children. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Donc, Ali ajoute qu'il y a, donc encore une fois, oui, il y a beaucoup d'organisations gouvernementales et non gouvernementales qui essaient de faire la différence, mais c'est très difficile à cause de la destruction de toute l'infrastructure, des déplacements forcés, du manque de ressources, de moyens, etc. Donc, c'est très difficile d'apporter ce soutien, en fait, exogène, mais il y a des organisations locales sur place qui, en fait, c'est pas réellement des organisations, c'est des individus qui travaillent ensemble, et ça, oui, ça fonctionne, ou du moins c'est ce qui fonctionne le mieux parce qu'ils sont déjà là, ils sont sur place, mais ils répètent, comme on l'a dit avant, que ces individus qui apportent du soutien en ont aussi eux-mêmes besoin, et donc en fait c'est un cycle vicieux, quoi. Merci beaucoup. Nous avons une question en ligne. Vas-y. Alors, je pense que ce sera plus pour Pierre Motin. Alors, bonjour. Est-ce que les ONG qui travaillent sur l'apartheid vont plus loin dans l'advocacy auprès des États pour saisir la Cour internationale de justice? Et qu'est-ce que ça implique si la CIJ reconnaît l'apartheid en territoire occupé? Alors, à ma connaissance, il n'y a pas eu de travail de la part des ONG pour une requête à la Cour internationale de justice concernant le crime d'apartheid, sachant que, voilà, comme vous le savez certainement, la Cour internationale de justice, c'est un tribunal qui est entre États. Donc ce sont les États qui introduisent des requêtes à l'encontre d'autres États. C'est vraiment censé s'occuper de différents étatiques. Donc il y a aussi moins cette pratique, je pense, d'aller voir un État et de dire bon, maintenant il faudrait que vous posiez que vous déposiez une requête contre Israël pour telle violation du droit international. J'en ai pas entendu parler. Ensuite, voilà, c'est possible que ça existe. Là, ce qui est certain, en tout cas, c'est que la requête introduite par l'Afrique du Sud a eu une importance très, très importante, même si la CIJ n'a pas de pouvoir directement contraignant. Ces décisions sont censées, en tout cas, l'être juridiquement. Et on voit que même symboliquement et politiquement, sa voix porte beaucoup. Ja,